Je dois dire que je suis particulièrement heureuse du choix de l'œuvre Le lendemain n'est pas sans amour comme choix de réédition chez Bibliothèque québécoise. Parce que comme je l'ai écrit en préface, à mon sens, c'est vraiment un livre idéal pour connaître, pour s'initier à l'œuvre d'André Maillet. Au fil de la lecture de chacun des textes, on peut y suivre la trajectoire d'écriture d'André Maillet de 1944 au début des années 1960. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber, je trouve, pour relancer son œuvre dans le grand public. Mélissa en parlait tout à l'heure, là, de comment des écrivains, l'œuvre d'écrivains, d'auteurs peut disparaître pendant quelque temps et tout. Et puis c'est une question que je me suis souvent demandée. Au-delà de la qualité et de l'originalité de leurs œuvres, pourquoi certains auteurs disparaissent de la mémoire collective, alors que d'autres y restent bien ancrés? En ce qui concerne André Maillet, cette question me préoccupe depuis très longtemps. Écrivaine prolifique et polyvalente, à la fois journaliste, romancière et poète, André Maillet a produit une œuvre littéraire originale et variée qui a marqué l'histoire littéraire des années 1950 aux années 1970. Bien qu'une grande partie de son œuvre reste à ce jour inédite, elle a publié, outre ses nombreux romans, 3 recueils de nouvelles, des pièces de théâtre, 4 recueils de poésie et des contes pour enfants. Pourtant, bien peu de lecteurs actuels peuvent se targuer de l'avoir lue, ni même de la connaître, comme en parlait tout à l'heure Mélissa. Les rééditions récentes de chez Bibliothèque québécoise sont donc l'occasion de visiter ou revisiter cette œuvre, d'y trouver de nouvelles lectures possibles, et surtout d'être confronté au caractère éminemment moderne et féministe de cette écriture de l'intime. Donc, né en 1921, André Maillet aurait donc eu 100 ans cette année. C'est une lecture ou relecture de sa trajectoire personnelle exceptionnelle, de sa vie d'écriture que je vous propose ce soir. Auteur précoce, André Maillet a toujours vu, se rappelle-t-elle, que des gens avec une plume à la main. Fille de Roger Maillet, propriétaire des journaux Petit Journal et de Photojournal, et de Corinne Dupuis, l'une des filles de Narcisse Dupuis, des magasins Dupuis Frères, qui est elle-même peintre, musicienne et journaliste, André côtoie de près, dès son plus jeune âge, artiste et écrivain des années 20 et 30. À 9 ans, elle tient un journal. En 1933, à l'occasion d'un voyage familial en Europe, elle et sa jeune sœur Françoise sont chargées par leur père d'écrire un carnet de voyage hebdomadaire pour la page consacrée aux enfants dans le Petit Journal, sous le nom de plume de Pigeon Voyageur. Elle a alors 11 ans. Adolescente, elle frappe à la porte de Jean-Charles Harvey, directeur du journal Le Jour, qui la reçoit avec un sourire et accepte de publier ses premiers poèmes. Des poèmes de potache, se rappelle-t-elle plus tard. Elle consacre beaucoup de temps à ses journaux intimes et à sa poésie. Lorsqu'André se plaint que son allocation n'est pas assez élevée, Roger Maillet, qui juge qu'elle doit travailler pour gagner son argent de poche, lui propose d'écrire plus pour le journal. C'est alors qu'elle commence à publier des contes et des nouvelles destinés aux enfants de 12 à 14 ans, qu'elle signe du pseudonyme Ève de Rébrol. L'usage des pseudonymes lui est imposé par son père. Elle vit dans une famille de journalistes qui portent la tradition du grand reportage au nu. Elle doit faire ses classes. Avant d'être autorisée à signer de son patronyme, elle doit d'abord apprendre à écrire. Dès l'adolescence, Photojournal devient le lieu d'apprentissage de l'écriture, comme journaliste et comme écrivaine. Ses archives personnelles regorgent de contes, manuscrits peuplés de personnages loufoques ou terribles, de magie et d'enchantement, avec toujours une forte leçon morale. Durant ces années d'apprentissage, André écrit également un roman patriotique au titre éloquent, À la recherche de la patrie, qu'elle ne cherche pas à publier. Après les contes et les nouvelles destinées aux enfants, suivent des feuilletons hebdomadaires. Elle signe également, sous le pseudonyme de Rose-Marie, des chroniques remplies de bons sentiments pour lesquelles elle reçoit un salaire de 10 $ par semaine. En 1943, elle part étudier le chant à New York. Elle y met en chantier plusieurs textes qu'elle retravaillera par la suite et publiera beaucoup plus tard dans sa vie. 4 ans plus tard, en 1947, André poursuit ses études de chant à Paris. Elle paie son séjour en travaillant comme correspondante de presse pour les journaux de son père et y écrit plusieurs reportages sur la vie quotidienne d'un Paris qui peine difficilement à se remettre de la guerre. Pénurie de nourriture, de charbon, froid intense, Parisiens épuisés. Inscrite comme journaliste auprès des armées d'occupation françaises, britanniques et soviétiques,
André Maillet fait des reportages dans les zones occupées de l'Allemagne de l'après-guerre. Les articles qu'il en tire informent les Canadiens français sur des réalités dont ils nous ont alors peu idée. Ces reportages fascinants lui valent d'ailleurs d'être élu membre de l'Anglo-American Press Association de Paris. À Paris, parallèlement au chant et au journalisme, André reprend un manuscrit commencé en 1945 à Montréal, La moitié d'une patate, qui deviendra Profil de l'orignal, publié pour la première fois à compte d'auteur en 1952. L'histoire elle-même est inénarrable. Le héros, Paul Barre, recueille un bébé orignal après la mort de sa mère. Il le prénomme John Austin et le nourrit au gin, ce qui rend l'orignal fou. John Austin finit par se sauver et Paul Barre, rongé par le chagrin, parcourt alors le monde en changeant d'identité à chaque ville. Constatant qu'il ne peut se défaire de son passé ni de son identité, Paul Barre revient à la forêt où il a trouvé John Austin. L'orignal le renverse et le tue. L'intérêt du roman réside surtout dans les différents personnages incarnés par Paul Barre au cours du récit. Par sa structure, par son ton, par son héros sans visage et par la quête d'identité qui sert de trame au livre, Profil de l'orignal préfigure la modernité littéraire québécoise. C'est lors de son séjour en France qu'André fait la connaissance de Lloyd Hamlin Hobden, capitaine canadien-anglais blessé au combat durant la guerre, qui fait une thèse de doctorat à Paris sur le comique chez Flaubert. Elle l'épouse en décembre 1947. Journalistes tous les deux, ils vivent de leur photoreportage. En septembre 1947, Corinne Dupuis-Maillet, donc la mère d'André, rachète la revue de création littéraire Amérique française de François Hertel pour la somme de 400 $. À partir de ce moment, André, bien que résident à Paris, prend une part active dans la composition des numéros, conseillant sa mère sur les auteurs à publier et lui faisant régulièrement part de sa conception de la littérature. De retour à Montréal en 1951, elle en prend la direction effective et y publie elle-même plusieurs textes réunis par la suite dans Le lendemain n'est pas sans amour. En ce sens, la revue qu'elle dirige est également son laboratoire d'écriture durant les années 50. Dotée d'une santé fragile et par ailleurs fort occupée, elle doit mettre fin à sa revue en 1960, la tâche s'avérant trop lourde. Donc, en 1963, elle publie 2 recueils de nouvelles d'un genre fort différent. Le lendemain n'est pas sans amour, qu'on célèbre ce soir, qui rassemble des œuvres archétypes, comme elle les appelle, dont une grande partie ont été écrites dans les années 40 et 50. Alors, Mélissa en a parlé tout à l'heure, mais bon, j'en parlais aussi. Souvent fantastique, quelquefois absurde, plusieurs de ces textes sont très proches de l'écriture surréaliste de Profil de l'orignal. Les doigts extravagants que va nous lire tout à l'heure Raphaël, dont les premières versions datent du séjour new-yorkais de Maillet en 1943-44, étonnent par la maturité d'une écrivaine à peine âgée de 22 ans lors des premières versions. Alors, je ne vais pas trop vous en parler, mais quand même, métaphore parfaite de la suggestion d'un auteur à son œuvre, cette nouvelle met en scène, dans le New York des années 40, une jeune écrivaine qui trouve des doigts coupés rattachés ensemble par une ficelle dans la pochette d'un manteau. Donc, on va laisser Raphaël en parler plus, mais d'autres textes, comme Un jeu de société et Métro, sont plus près de l'écriture réaliste des Montréalais et des Nouvelles Montréalaises. Une écriture que s'est efforcé d'exercer André durant les années 50, afin de se détacher de ses premières œuvres, plus surréalistes. Il est plus difficile de dater l'écriture des derniers textes du recueil, mais ils sont tous l'œuvre d'une autrice parvenue au sommet de son art et se situent en droite ligne avec les grands romans d'André Maillet qui paraîtront dans les années 60 et 70. On y trouve toute la sûreté de la plume et la même élégance qui rend si bien l'analyse des sentiments et la richesse des personnages féminins complexes et affirmés, de tous âges, et qui finissent toutes par assumer leur destin d'une façon ou d'une autre. La modernité de l'écriture d'André Maillet s'y fait pleinement sentir, et comme le notait Gilles Marcotte lors de la parution, rarement avait-on parlé de l'amour physique en ces termes au Québec. Il qualifiait le livre comme l'un des plus brillants publiés durant ces années. D'un genre plus réaliste, les portraits réunis dans le recueil Les Montréalais démontrent le sens de l'observation d'André Maillet. Elle publie d'autres œuvres importantes, comme Les Remparts de Québec, dont a parlé Mélissa tout à l'heure, très bien accueillies par la critique, et où l'on retrouve en filigrane une des préoccupations du premier roman, la quête d'identité personnelle liée à celle de la nation, sans que ce discours ne vienne alourdir l'écriture. Alors, toujours en 1965, il y a la parution du Chêne des Tempêtes qui lui vaut le premier prix littéraire de la province de Québec, section jeunesse.
Elle publie aussi quelques nouvelles, du théâtre, un scénario et des poèmes dans la revue de création littéraire Écrits du Canada français. Femme de conviction, Andrée s'engage dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur durant les années 60. Militante féministe et nationaliste, elle se porte candidate du RIN à Westmount en 1966. On imagine facilement les discussions enflammées dans le salon de la rue Arlington à Westmount, où elle résidait avec sa famille, au sein d'une famille composée d'un fédéraliste canadien-anglais, d'une nationaliste canadienne-française et de leurs enfants, élevés dans les deux cultures. Son militantisme déborde cependant la sphère politique et en 1967, elle fonde la section canadienne-française du Pen Club. La même année, la presse canadienne lui rend hommage en la désignant femme de l'année. Dans les années 70, Andrée Maillet travaille à son grand roman familial, amorcé avec les remparts de Québec. Deuxième de la série, à la mémoire d'un héros dont l'action se situe au temps de la Seconde Guerre mondiale, nous fait découvrir un monde occulté par le discours sur la grande noirceur, celui d'une bourgeoisie canadienne-française cultivée, cosmopolite et affranchie, bien au fait des courants artistiques de l'heure, à l'aise tant en anglais qu'en français, tant à New York qu'à Montréal. Œuvre en plusieurs tomes, déclinée en différents temps, ce cycle romanesque, qui comprend 2 autres romans, met en scène le milieu et son époque. La musique, l'art et la littérature sont des personnages au même titre que François Hertel et Alain Grandbois. En 1974, l'Académie canadienne-française accueille Andrée Maillet dans ses rangs. 4 ans plus tard, en 1978, elle reçoit l'Ordre du Canada. Dans les années qui suivent, elle ne publie plus d'œuvres inédites. En 1990, son œuvre est couronnée par le prix Athanase David. En 1991, elle est nommée Grand officier de l'Ordre national du Québec. Elle décède en décembre 1995 au terme d'une vie d'écriture.